Bonjour à tous. Good morning, everybody. I hope you already had an inspiring morning so far, and of course. J'espère que vous avez tous passé une très bonne plénière. Bienvenue au workshop numéro 4. L'objectif de ce workshop, c'est de trouver des actions conjointes pour la mise en œuvre de nos objectifs 2022. En tant que spécialiste du secteur, cette discussion m'est très chère. Nous allons avoir aujourd'hui deux panels. Le premier sur le droit à la réparation et le deuxième sur l'obsolescence précoce. Pour chaque panel, nous allons avoir une discussion avec des experts et une partie questions-réponses avec le public. Pour les sondages, nous utiliserons Slido. Malheureusement, nous sommes déjà un peu en retard, donc je vais vous demander d'être très bref car nous voulons vraiment conclure dans les temps. Donc, je vous propose de commencer tout de suite, d'ouvrir ce workshop. Je vais donner la parole à Dirk Stoltenmeier, qui est chef d'unité du droit des contrats à la DG Juste à la Commission européenne. Bonjour Dick. Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être ici. D'ailleurs, je suis chef de l'unité, hein, je ne suis pas directeur général de la DG Justice, mais juste le chef de l'unité du droit des contrats. Je voudrais expliquer brièvement ce dont on va parler dans ce premier panel. Comme vous le savez, la Commission a annoncé une initiative récente pour cette année sur le droit à la réparation. Il y a deux piliers principaux sur lesquels se repose cette proposition. D'abord, il y a la directive sur la vente des marchandises de 2019 et le droit à la réparation en dehors de cette mesure. Nous avons posé des questions. Nous allons poser des questions d'abord sur cette directive et ensuite des questions concernant la possibilité d'avoir un droit de réparation en dehors de cette directive. Je vais brièvement vous expliquer les deux premières questions, puis il y aura une troisième question. Donc la première question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec la directive sur la vente des marchandises pour promouvoir une utilisation plus durable des biens de consommation et donc une utilisation qui soit plus longue dans le temps. Donc, de façon concrète, ça veut dire promouvoir la réparation, parce que la directive sur la vente des marchandises permet pour les produits défectueux aux consommateurs de choisir la réparation ou le fait de remplacer le produit. La plupart des consommateurs choisissent de remplacer ces produits. Et cela a des inconvénients pour l'environnement parce que ça entraîne du gaspillage, des déchets et ça pousse à la création de nouveaux produits de remplacement. Donc, comment, dans le cadre de cette structure, comment est-ce qu'on peut promouvoir la réparation? Comme on l'a dit, déjà, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vais vous demander peut-être, donc on va parler, de deux alternatives, peut-être pour les législateurs, même s'il y en a beaucoup d'autres. Première alternative, première solution alternative, essayer de réglementer la réparation, de trouver des priorités, lister des priorités. Il y a deux façons de faire ça. D'abord, on peut simplement dire que la réparation est la priorité et cela aura un impact sur le choix du consommateur entre la réparation et le remplacement. Et puis, on peut travailler aussi sur la clause de proportionnalité dans cette directive. La clause de proportionnalité signifie qu'un consommateur peut choisir entre le droit de réparation et le droit au remplacement, si c'est possible, et si cela n'entraîne pas des coûts disproportionnés. Donc, par exemple, si la réparation est plus chère ou coûte la même chose que le remplacement, alors on choisira la réparation.
Et dans la plupart des cas, donc, il faudra choisir la réparation plutôt que le remplacement. Donc ça, c'est une façon de faire. Il s'agit de réglementer et donc de choisir des réglementations comme premier remède. La deuxième solution serait d'encourager le consommateur à choisir la réparation. Et comment peut-on faire? Eh bien, si le consommateur choisit la réparation, on peut lui offrir, par exemple, une garantie qui dure plus longtemps, 3 ans au lieu de 2 ans. Donc, ça pousse le consommateur à choisir la réparation. Donc, ça, c'est la première façon dont on peut travailler les choses et c'est la première question qu'on va poser au panel. La deuxième question concerne le droit à la réparation en dehors de la directive sur les ventes des marchandises. Et donc là, il y a plusieurs dimensions qu'on aimerait discuter dans le cadre de cette question. Par exemple, quelles marchandises, quels biens peuvent être concernés par cette nouvelle réglementation? Quelle catégorie de biens? Est-ce qu'on parle de biens de marchandises qui soient facilement réparables? Deuxième question, qui devrait bénéficier de ce droit? Le producteur, le consommateur, le réparateur? Et quel devrait être le coût de ce droit à la réparation? Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de coût? Est-ce qu'il faut que ça couvre le coût de la réparation? Ou est-ce qu'il faut que ça représente une marge de profit? Mais donc, là, on parle d'un droit à la réparation en dehors de la directive sur la vente des marchandises. Donc, on ne parle pas ici de la livraison, du moment de livraison des biens, mais du moment où le bien est utilisé par le consommateur. Et la troisième question, c'est une question très intéressante. Quand on discute avec les parties prenantes, on réfléchit à la façon dont la Commission devrait agir, dont les législateurs devraient agir pour régler le problème. Quand on veut rendre plus durable le droit sur les ventes, eh bien, on introduit des nouveaux objectifs à ce droit de la consommation. Et ce qu'on introduit aujourd'hui, c'est la protection de l'environnement, et éviter le gaspillage et les déchets, donner une plus longue durée de vie à des produits. Et la question, c'est que si on a un nouvel objectif, celui que je vous ai expliqué, eh bien, quel est le conflit? Est-ce qu'il y aura des conflits d'intérêts entre ce nouvel objectif et les objectifs de base, c'est-à-dire des objectifs économiques? Et un exemple de ces conflits d'intérêts, c'est que le droit de réparation, dont je vous ai parlé dans ma première question, peut aller à l'encontre des intérêts économiques. Donc, par exemple, si on dit aux gens, non, vous n'avez pas le choix entre réparation et remplacement, vous devez opter pour la réparation, eh bien, donc ça va dans le cadre de l'objectif de durabilité, mais ça ne répond pas vraiment à l'objectif économique de gain. Et donc, c'est intéressant de savoir un peu dans quelle direction est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut privilégier. Et ça, c'est l'objectif de la troisième question. Donc voilà, c'était mon introduction. Nous allons maintenant passer au panel, je m'en réjouis, et puis aux discussions et aux questions du public. Cette discussion est très importante. Je me réjouis des résultats qu'on en tirera parce que la consultation publique est très importante et je vous encourage tous à contribuer à cette discussion qui va être évidemment et parce qu'il y a une consultation qui est en cours au sein de la commission et qui est beaucoup plus détaillée que ce dont on va parler aujourd'hui puisqu'on a un temps très limité évidemment. Donc je vous encourage à participer à cette consultation citoyenne parce que votre opinion nous importe. Merci beaucoup, Dirk. C'est une très bonne introduction. Pour répondre à ces questions, nous allons demander à nos panélistes d'investir. Nous avons avec nous Juliette Moiseau, qui
qui est adjointe à la chef du bureau de la transformation des organisations et des modèles d'affaires au ministère de la Transition écologique et solidaire. Nous avons Paolo Falconi, qui est directeur général de Applia Home Appliance Europe, Marie Castelli, qui est chef des affaires publiques de Back Market, et Alain Bazot, qui est président de l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Juliette, pouvez-vous nous donner votre avis? Je voudrais très brièvement pouvoir y répondre et présenter aujourd'hui la position du ministère français de l'écologie. Tout d'abord, je voudrais rappeler ce qui existe dans notre droit national sur cette question et ensuite voir comment il pourrait être encore amélioré et comment on pourrait aller plus loin pour promouvoir la réparation. Donc aujourd'hui, dans le droit national, en application de notre loi AGEC, la loi anti-gaspillage de 2020, le vendeur propose au consommateur le choix entre la réparation du bien ou son remplacement. Et donc le choix revient au consommateur, sauf si il y a un coût manifestement disproportionné pour le vendeur. Nous pensons aujourd'hui qu'il est nécessaire d'aller plus loin et de faire de la réparation l'option activable par défaut et donc d'aller vers cette primauté de la réparation. C'est à notre sens essentiel dans un objectif de préservation des ressources et de protection de l'environnement. Et de la même façon qu'on peut avoir une hiérarchie dans la prévention des déchets, on imagine là encore cette hiérarchie avec la réparation comme premier choix. Là encore, on imagine bien qu'il y aurait aussi une question de coût à prendre en compte. Si ce coût était manifestement trop élevé ou disproportionné, bien sûr, on pourrait imaginer avoir recours au remplacement. Il n'est évidemment pas question de léser le consommateur en faisant de la réparation ce choix prioritaire. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer, lors du recours à la réparation dans le cadre de l'activation de la garantie légale de conformité, pouvoir prolonger celle-ci. Ce qui donnerait de fait au consommateur un avantage et ce qui, à notre sens, ferait finalement du système quelque chose de gagnant-gagnant. Et cette prolongation de la GLC dans le cadre de la réparation existe d'ailleurs déjà en application de la loi AGEC. Une autre idée importante que je voudrais soulever, c'est la possibilité aussi de prendre en compte, de pouvoir offrir aux consommateurs le recours cette fois-ci à des biens qui soient reconditionnés ou remis en état en plus de la réparation. Ce serait une alternative intéressante qui permettrait d'ouvrir un panel d'options pour le consommateur. Je tiens également à préciser qu'il y a des conditions nécessaires et essentielles pour faire de la réparation un choix prioritaire, qui sont d'une part, et je pense que avec toutes les initiatives de la Commission qui vont arriver cette année, on se dirige dans ce cadre, c'est un cadre cohérent qui favorise la réparation et un cadre qui favorise la réparation des produits, la réparabilité, qui fasse baisser le coût de la réparation, et ça c'est essentiel pour pouvoir faire de la réparation un choix prioritaire. Ce n'est pas forcément l'objet central de notre discussion aujourd'hui, mais je tenais à souligner que c'est extrêmement important qu'il y ait une cohérence d'action entre ce qui va être annoncé dans le cadre de l'initiative Produits durables et dans ce cadre de l'initiative Droit à la réparation. Un autre point important, évidemment, c'est de mener un travail continu de pédagogie auprès du consommateur pour que le recours à la réparation soit vécu comme un choix positif. Et c'est également un des buts qui a été poursuivi en France avec l'instauration d'un indice de réparabilité sur les produits, puisque l'un des objectifs de cet indice, c'est aussi de faire prendre conscience aux consommateurs de l'importance de la réparation et que dès qu'il achète un produit neuf, voilà, le concept de réparation soit déjà présent sur le produit et qu'il y ait cette pédagogie qui soit faite. Enfin, je voudrais terminer en disant que pour garantir les droits des consommateurs, il nous semble important aussi de garantir son droit à l'activation de la garantie légale de conformité et qu'il soit bien informé de cette possibilité. Et je voudrais citer une mesure qui a été mise en place dans le cadre de la loi française AGEC, qui est le fait de faire figurer sur les tickets de caisse cette garantie légale. Et donc, il pourrait également y figurer ce choix de la réparation. Et donc, tout ça fait un cadre cohérent qui nous semble aller dans le bon sens et être à même de préserver encore plus l'environnement. Merci. Thank you very much, Juliette. Paolo Falcioni, can we hear your Merci beaucoup, Juliette. Paolo Falcioni, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre opinion? Oui, c'est un plaisir d'être ici.
personnellement, de par mon poste, je défends la réparation avant le remplacement. Et depuis le début de la directive sur les ventes des marchandises, et depuis le début, il est très clair que cette directive doit être transposée dans les États membres. Et cela se fait différemment d'un État à l'autre. Et souvent, aujourd'hui encore, le remplacement passe avant la réparation. Et nous sommes ici aujourd'hui pour dire que nous voulons une vraie hiérarchie où la réparation serait la priorité. Alors, est-ce qu'on peut réparer un produit? Ça, c'est une vraie question. On a mené des recherches avec nos membres et 91% des demandes de réparation qui viennent vers nos membres sont véritablement réparés. Donc, c'est-à-dire que les produits aujourd'hui sont vraiment réparables et ça, c'est une bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. De plus, si on répare plus, on crée de l'emploi, mais en plus, promouvoir la réparation, ça permet de développer une culture circulaire. On a créé un site internet chez Home Appliance, chez Appia, où on encourage justement cette culture circulaire et on montre à quel point l'industrie y prend de plus en plus part et il faut aussi encourager les consommateurs à choisir la réparation et non le remplacement. Et pour ce faire, il faut leur assurer que les produits réparés deviendront à nouveau comme neufs. Et pour ce faire, on a redoublé de travail et je suis ravie de vous annoncer qu'en mars, on aura un livre de réparation disponible en ligne qui visera les professionnels. Et ce livre blanc a été rédigé par nos experts. L'objectif, c'est de développer cette culture de la réparation qu'on veut vraiment imposer. En ce qui concerne les garanties, la période de garantie après la réparation, on veut vraiment l'étendre et déjà la proposer, l'étendre pour protéger les clients en cas de défaut suite à la réparation. Et on se dit que plus on a une période de garantie qui est longue et plus on pourra avoir un effet et encourager les gens à opter pour la réparation. Et puis, dans un panel qui parle du droit à la réparation, comme vous l'avez compris, on ne peut ne pas parler de l'importance d'avoir une réparation de qualité. C'est pourquoi il faut des réparateurs professionnels et il faut vraiment soutenir ce rôle qui est très important parce que la réparation, notamment par exemple pour les appareils électroménagers, si elle est mal faite, peut être dangereuse. Merci beaucoup. Marie, then we are looking forward to hear your point of view. Nous attendons de vous entendre. Alors, tout d'abord, je vais rapidement présenter Back Market pour que vous sachiez qui nous sommes. Donc, il s'agit d'un site internet qui se spécialise dans la vente de dispositifs électriques et électroniques reconditionnés. Donc, l'objectif de Back Market est d'étendre la durée de vie des produits. Nous sommes membres de la campagne du droit à la réparation que nous soutenons activement et au nom de laquelle je m'exprime aujourd'hui. Alors, pour répondre à la première question concernant le droit, concernant cette directive, eh bien, la réparation, effectivement, doit être le premier recours dans la hiérarchie. Je crois qu'il est important de se souvenir de la raison pour laquelle nous devons donner la priorité à la réparation. En fait, il s'agit d'une question de durabilité, de protection de l'environnement. Il s'agit d'une question de protection des êtres humains. La production de produits, de biens, contribue fortement à la pollution de l'environnement. Donc, nous devons étendre la durée de vie des produits pour réduire la production. Je vais vous donner l'exemple des smartphones. Pour un smartphone, 78% de l'impact environnemental de la production de smartphones a lieu pendant la production. Donc,
ceci contribue à l'extraction de ressources rares, au réchauffement climatique, à la consommation d'eau, à la création de déchets. Donc il faut bien garder en tête toutes ces problématiques qui interviennent. Et voilà pourquoi la réparation doit être une priorité. C'est important de comprendre bien ce qu'il se trame derrière. Mais évidemment, si la réparation doit être une priorité, évidemment, les consommateurs ne peuvent pas être pénalisés. Et les consommateurs ont le droit légitime d'avoir accès à des produits de qualité. Donc, si nous voulons que la réparation soit le recours prioritaire, si nous voulons que cela fonctionne, il faut aussi travailler pour créer des conditions de concurrence équitables pour les réparateurs et pour permettre de préserver les intérêts des consommateurs. Bien souvent, les réparateurs ont des difficultés à trouver des pièces détachées, des guides de réparation, et lorsqu'ils parviennent à avoir accès à ces pièces détachées, eh bien, elles sont très chères. Donc, la réparation est onéreuse. Si nous voulons que ce recours prioritaire soit intéressant pour les consommateurs, eh bien, il faut que l'Europe travaille sur une initiative de production durable ambitieuse. Et ça, c'est un peu le revers de la médaille de ce droit à la réparation. Si nous créons un écosystème favorable, alors le consommateur ne sera pas pénalisé. Ça, c'est important. Maintenant, concernant la question du droit à la réparation, évidemment, nous plaidons en faveur de ce droit. Nous avons préparé une campagne en ce sens. Et donc, l'idée, c'est aussi de créer des droits pendant la période de garantie, mais aussi après la fin de cette période de garantie. À l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de réparer vos produits, mais c'est un véritable combat pour les consommateurs. Donc, il faut faciliter le processus. Déjà, comment trouver un réparateur ? Comment soi-même réparer son produit dans un environnement sûr. Ça doit être des éléments qui viennent alimenter ce droit à la réparation. Autre bon exemple, la législation qui a été adoptée en France. La France il est illégal pour les fabricants d'interdire la réparation de leurs produits dans d'autres entités. Donc ça, c'est aussi un point très important. Ce qui devrait être aussi illégal, c'est d'empêcher l'auto-réparation, c'est-à-dire la réparation des produits par les consommateurs en utilisant des pièces détachées qui ne viennent pas du fabricant. Si l'on prend en considération tous ces éléments, alors on pourra véritablement avoir un droit à la réparation et à allonger la durée de vie des produits. Donc tous ces éléments sont importants et voilà pourquoi nous avons besoin d'une législation ambitieuse. Merci beaucoup. Alain Bazot, la parole est à vous. Je voudrais d'entrée de jeu lever une ambiguïté qui me gêne depuis le départ. On parle, le cœur de cet atelier, c'est le droit à réparation. Je voudrais être sûr que si on donne au consommateur un droit dont il est titulaire, il s'agit bien d'un droit et pas d'une obligation. Il ne faudrait pas qu'après ce qu'on connaît des pratiques commerciales trompeuses, on ait une réglementation contractuelle trompeuse qui laisse à croire qu'il y a un droit, alors qu'en réalité, le consommateur devrait passer par des obligations, ce qui serait quand même assez étonnant. Et donc l'enjeu en réalité de ce droit, c'est de savoir si cette liberté de choix et cette possibilité d'avoir la réparation, de demander la réparation, cette possibilité, elle est effective. Et si le consommateur l'utilise, fait vivre ce droit, je crois qu'il y a un certain nombre de conditions essentielles, indissociables, pour que ce droit, qui doit être un vrai droit, soit mobilisé par le consommateur. Et les conditions, elles sont tout d'abord en amont et en aval. Les choses sont indissociables. En amont, au moment de l'achat, on est bien dans la logique du contrat, on est dans la période précontractuelle. Il est absolument indispensable qu'au moment de se déterminer dans l'achat, le consommateur, il est pleinement conscient qu'il achète un bien qui est un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout réparable. Ça, c'est un élément
tout à fait déterminant pour que le consommateur soit un acteur responsable. Et donc, vous avez compris que le sujet d'un indicateur de réparabilité est tout à fait déterminant. La France a déjà mis en place, ça a été dit tout à l'heure, même si les critères, ils seraient à revoir parce qu'on n'est pas sûr de sa pertinence, mais il semble qu'un indicateur harmonisé sur le plan européen est indispensable. Après, évidemment, vient le moment fatidique, au moment de la panne. Et au moment de la panne, je fais quoi? J'ai le choix de réparer ou j'ai le choix de demander un échange. Et donc l'enjeu, c'est que ce choix, encore une fois, que doit avoir le consommateur, eh bien, il y ait de l'attractivité, qu'on organise l'attractivité pour que le consommateur choisisse la réparation. Il faut, en quelque sorte, organiser la compétitivité de la réparabilité par rapport au remplacement. Les économistes parlent d'ailleurs assez souvent des coûts d'opportunité, vous savez, pour le comportement des consommateurs. Quel est le coût d'opportunité pour changer de banque, changer d'opérateur? Eh bien là, on est sur une logique voisine. Quel est mon coût d'opportunité dans ma vie de consommateur entre changer ou réparer? Et là, on a 4 obstacles tout à fait légitimes, et d'ailleurs, ils ont été un peu abordés déjà, sur lesquels il faut travailler et il faut les lever, ces obstacles à la réparation. D'abord, le consommateur, s'il faut réparer, il faut qu'il sache où réparer, qui répare. Il y a le problème de l'obligation, est-ce que c'est le fabricant, le vendeur? Nous, on pense à une responsabilité conjointe, et après, au-delà de la garantie, se pose la question de savoir où je fais réparer, qui va réparer. C'est une question pratico-pratique de la vie concrète des consommateurs. Ensuite, il y a la privation de jouissance. Comment imposer à un consommateur d'être privé pendant un mois d'un réfrigérateur pendant un mois? L'instant qu'on trouve des pièces détachées, qu'on le répare, qu'on trouve un réparateur. Ça n'est pas jouable d'imposer ça au consommateur. Donc il faut travailler de façon concomitante cette question du temps, de privation d'usage du bien par le consommateur, être privé d'un lave-linge pour une famille avec des enfants pendant je ne sais combien de temps, tout le monde n'habite pas à côté d'un laverie automatique, etc., etc. Donc il y a la question d'un appareil de remplacement en attendant, etc., etc., et les durées de réparation. Et puis évidemment, la réparation, on l'a dit, il faut quand même qu'elle soit garantie. Il faut qu'il y ait confiance dans cette réparation. S'il s'agit d'une rustine et qu'il n'y a pas de garantie associée à la réparation, je ne vois pas comment on va attirer le consommateur vers cette logique que l'on voudrait voir s'imposer. Donc il faut assurer la qualité de la réparation si on veut rassurer le consommateur. Et puis enfin, dernier élément, c'est économique. Économique, quel est le coût? Et ça a été abordé. On sait qu'il y a eu une étude en France de l'ADEME où clairement le comportement d'un consommateur, si ça coûte la réparation au-delà de 30% du prix d'un neuf, le consommateur n'a pas envie, à un certain seuil, de payer une réparation lorsqu'il est plus sous la garantie. Et donc, il y a des fonds de garantie qui pourraient être envisagés, une mutualisation et qui permettrait d'alléger la facture et de rendre économiquement accessible et pertinente et intéressante et attrayante, séduisante, la réparation plutôt que le remplacement. Donc, il faut un outil de soutien financier, un fonds de réparation. Si on répond à ces blocages, encore une fois qui sont légitimes des consommateurs, la réparation pourra conquérir, à n'en pas manquer, le cœur et les habitudes des consommateurs. Promouvoir la réparation est indispensable. L'imposer manu militari serait une régression inadmissible des droits des consommateurs. Le cadre réglementaire d'une consommation responsable doit se faire avec des consommateurs responsables, pas contre eux. Thank you very much. I think it's, Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps de donner la parole au public. Nous sommes très curieux de savoir ce que vous pensez de nos débats. Donc, si vous avez l'application Slido allumée, vous verrez que vous allez recevoir 4 questions et nous allons vous demander d'y répondre. Donc, la première question. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi savoir s'il y a un problème technique. Première question. Est-ce que la réparation devrait être prioritaire par rapport au remplacement, oui ou non? Deuxième question. Est-ce que
Troisième question, qui devrait être responsable s'il y a un problème de réparation? Donc, pour revenir à la première question, 59% répondent que oui. Donc, de la deuxième question, est-ce que les droits des consommateurs devraient être réduits si cela permet d'atteindre des objectifs de développement durable plus ambitieux? Alors, peut-être que pendant ce temps, nous pouvons peut-être donner la parole au public ici présent, des questions que l'on pourrait adresser à nos panélistes. Peut-être que les panélistes auraient des questions à poser. Oui, un point concernant la question, concernant la responsabilité. Ça, c'est une question absolument clé. Il faut faire en sorte de ne pas réduire les droits des consommateurs. Il y a un exemple de marché dans lequel la réparation est favorable aux consommateurs, c'est le marché de l'automobile. Et je crois que là, c'est le marché qui devrait nous servir d'exemple. Dans l'automobile, il y a des garagistes qui sont ensuite responsables de la réparation qu'ils viennent d'effectuer. Donc là, le consommateur n'est pas dans une situation de Far West où il n'y a plus de responsabilité, plus de garantie. La réparation doit être de qualité, doit être sûre et la réparation doit viser à étendre la durée de vie du produit. Et dans ce cadre-là, alors pourquoi ne pas étendre aussi la période de garantie? Parce que, bon, bien sûr, là, il s'agit d'être responsable pour la pièce qui a été réparée. Le réparateur ne saurait être responsable d'autres pannes qui auraient lieu après sur d'autres pièces. Donc, l'automobile est un marché intéressant et là, il y a une responsabilité du réparateur qui garantit la sûreté et la sécurité. Est-ce qu'il y aurait des réactions de la part des membres du panel? Oui, de ma part, en ligne. C'est Paolo Falcioni. J'aimerais également relever l'importance de la responsabilité des réparateurs pour le travail effectué. Ça, c'est important que les réparateurs professionnels disposent d'une assurance qui pourrait les protéger en cas de risque. Et tout ceci est également en lien avec le coût de la réparation dont on a parlé. Nous avons mené des recherches et en fait, le coût de la réparation se divise en trois. La logistique, le prix des pièces et le prix de la réparation. Et donc, la logistique, c'est un tiers de la réparation. Donc ça, c'est une grosse moyenne entre les différents produits réparés. Donc, si l'on veut promouvoir la réparation, il faut bien savoir quelle est la structure du coût et c'est ainsi que nous contribuons au débat. Merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Je voudrais dire que nous proposons à l'UEC Que Choisir une action conjointe puisqu'il va y avoir un vote, des propositions sur des actions concrètes. Nous, on proposerait bien de mettre en place une carte des réparateurs pour que le consommateur puisse savoir très rapidement, très facilement à quel endroit il va trouver un réparateur près de chez lui. Et donc, ça pourrait être une action, d'ailleurs, c'est déjà fait, ça se fait en France, un outil pratique, concret, qui serait élaboré conjointement avec les parties prenantes, les chambres des métiers. Et donc, voilà, ça pourrait être un outil d'aide à la décision pour le consommateur de choisir la réparation en trouvant facilement le réparateur pour promouvoir justement cette alternative de la réparation par rapport au remplacement. And that's a great idea. C'est une excellente idée. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions de la part du public? Nous allons vous donner un peu plus de temps.
Okay. I have here the third question. What should be the cost for... Donc la troisième question, quel serait le coût imposé aux consommateurs du droit à la réparation? Isabelle wants... Isabelle veut prendre la parole. I don't know how it's gonna work, but Je ne sais pas comment cela va fonctionner, mais nous verrons bien. I will try. Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Excellent. Thank you very Très much. bien. My name is Isabelle Buscat. Je suis Isabelle Bousquet. Organization. Je représente une association allemande qui représente le droit des consommateurs. Nous sommes d'accord avec ce qu'a dit Marie. Il y a de nombreuses conditions préalables au droit à la réparation. Mais il semblerait qu'il y ait un problème de logique quand on dit que la réparation doit être un préalable à l'allongement de la période de garantie. En fait, ça devrait être l'inverse. S'il n'y a pas eu de besoin de réparation pendant 2 ans, alors pourquoi après on dit on ne trouve pas de réparateur et puis on nous demanderait d'avoir plus de garanties? Ce serait, pour nous, le plus important, ce serait que les fabricants donnent clairement des informations au moment de l'achat concernant la durabilité du produit. Et donc, la période de garantie serait basée sur cette information. Une période de garantie plus longue, évidemment, encouragerait les consommateurs à réparer, comme ça a été donné avec l'exemple du frigo. Il faut trouver des options qui aillent aux consommateurs. Merci. Y a-t-il d'autres questions de la part du public? J'ai levé la main. Je ne sais pas si vous pouvez me voir. Il y a Bruckmann. Je travaille pour une organisation européenne qui représente les droits des consommateurs. Il y a 2 choses ici. Tout d'abord, notre objectif, c'est-à-dire une économie durable, circulaire, et la réparation s'intègre pleinement dans ce processus. Mais si l'on parle du droit à la réparation, il ne s'agit que d'un instrument parmi tant d'autres qui pourrait être utilisé pour atteindre cet objectif. Si les consommateurs choisissent autre chose que la réparation, alors notre rôle, c'est de leur donner davantage d'informations, mais finalement, c'est vraiment les consommateurs qui doivent changer de comportement. Donc, je voulais savoir si les membres du panel auraient des suggestions pour voir comment nous pourrions changer le comportement des consommateurs pour qu'ils soient en demande de réparation, plutôt que de juste leur faciliter la tâche. Ça risque de ne pas suffire de simplement faciliter la réparation. Thank you. Any of the panelists? Merci. Est-ce que un des pénalistes souhaite répondre? Oui, oui, moi. Je suis désolée, je suis en ligne. Je m'excuse d'être en ligne. Je sais que c'est moins pratique que si j'avais été avec vous. Malheureusement, je ne pouvais pas faire autrement. Mais je voudrais revenir sur les 2 questions qui ont été posées. Pour la deuxième question concernant le fait de créer une culture circulaire, je pense que c'est important de créer une culture dans laquelle nous comprendrions tous que c'est dans notre intérêt de garder des produits plus longtemps. C'est dans l'intérêt de l'environnement et c'est bon aussi pour notre porte-monnaie. Donc, il faut créer une culture circulaire. J'aimerais vraiment insister là-dessus. C'est ce qui est important. Deuxièmement, les instruments, les garanties juridiques et les garanties commerciales. Ce sont 2 instruments différents pour 2 objectifs différents. Et j'aimerais insister sur le fait que la garantie juridique protège les consommateurs, et on est tous d'accord avec ça, en cas de défaut du produit, mais un défaut qui vient de la production, un défaut qui était déjà présent lors de l'achat du produit. L'autre type de garantie peut protéger différents acteurs et a d'autres objectifs. Donc, je pense que c'est très important de faire la différence entre les 2. Merci.
Oui, alors pour moi, concernant les deux questions, c'est-à-dire comment changer le comportement des consommateurs, eh bien c'est une très bonne question. On y travaille tous les jours chez Back Market. En fait, il faut qu'on attire l'intérêt des consommateurs. Il faut que la réparation devienne quelque chose de désirable. Et je pense que par l'éducation, on peut y arriver. Si on informe bien les consommateurs, eh bien, on peut avoir un impact. Mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment que la réparation devienne quelque chose d'attractif. Ça, c'est très important. Les médias peuvent jouer un rôle là-dedans et ça me fait penser à ce que j'ai dit ce matin dans la plénière. Si on ne veut pas créer une société divisée avec deux types de consommateurs, avec certains qui font des choix durables et d'autres qui sont condamnés à acheter des biens non durables, eh bien, il faut travailler sur la tarification. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que j'ai insisté au début sur la création vraiment d'une égalité pour tous. Il faut que les réparateurs professionnels aient accès à des pièces à changer, des pièces supplémentaires, pour qu'ils puissent proposer de bonnes réparations à des prix abordables. Et dans ce cas-là, ça devient vraiment attirant parce qu'on peut garder son produit, on sait qu'il va continuer à bien fonctionner et vivre plus longtemps. Donc, c'est bon pour le monnaie, pour l'environnement et c'est vraiment ce qu'il faut encourager. Et le dernier levier dans le comportement du consommateur, c'est l'importance de créer de la confiance dans la réparation. Mais ça c'est aussi lié à l'égalité parce que si on veut de la confiance, il faut des réparations de qualité. Et pour avoir une réparation de qualité, il faut des réparateurs qui savent bien faire leur travail, qui ont accès à de bonnes pièces de rechange, qui ont accès aux manuels, qui sont formés, qui ont les bons outils pour réparer les produits. Et il faut aussi qu'ils soient formés par les industriels, qu'ils soient formés à la réparation de produits en particulier. Donc voilà, il faut une confiance, une bonne éducation, il faut établir vraiment un lien de confiance et c'est comme ça qu'on change le comportement du consommateur. Donc c'est vraiment un écosystème et ça m'amène à la première question qui a été posée. La question n'est pas où, mais la création d'un système réglementaire sur le droit à la réparation, sur les produits durables, sur l'éco-design, tout ça, ça va permettre de créer l'environnement dont on a besoin pour avoir ce changement d'état d'esprit des consommateurs qui est essentiel. Merci. On a une autre question qui a été posée de Tim Cooper. Tim? Ah, peut-être que c'est un message. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais connaître l'avis des panélistes, savoir s'ils seraient en faveur d'une garantie obligatoire de 5 ans pour tous les appareils électroménagers, petits comme grands. Je pense qu'il faut changer les normes sur le marché et je me dis qu'avoir une garantie obligatoire, ça donnerait un degré de certitude pour les consommateurs, les réparateurs et les industriels qui produisent les produits. Nous pensons qu'effectivement, il faut revoir la durée de la garantie légale avec un socle qu'on a déjà en France de 2 ans. Et ensuite, il faut aller plus loin, mais sans doute en faisant une différenciation entre les différents types d'appareils. Il y a différents types d'appareils dont on sait que la durée de vie attendue va être de 5 ans, d'autres de 10 ans. Et donc, mettre 5 ans pour tout le monde, c'est sans doute pas satisfaisant. C'est pas adapté pour des appareils qui, par leur nature, ne peuvent pas durer aussi longtemps. Ça peut sans doute exister. Et en revanche, d'autres pour lesquels la durée de vie attendue est beaucoup plus longue. Donc, il faudrait quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus adapté aux différents segments et types d'appareils, d'équipements qu'ont les ménages. C'est en tout cas l'idée que nous, on promeut, une adaptation au type d'appareil et à la durée de vie estimée, normale, logique, moyenne de cette gamme de produits. Yes, if I may, given that Oui,
si je peux me permettre, étant donné que je représente les fabricants des appareils électroménagers de grande et petite taille, j'aimerais répondre à cette question qui est très pertinente. Il est important de comprendre les objectifs ici. La garantie est un terme qui est souvent lié au champ lexical du commerce. En tant que consommateur, à chaque achat, on peut avoir une garantie quasiment. La législation, elle agit sur les garanties juridiques qui permettent de protéger les consommateurs de tout type de défauts qui étaient déjà présents lors de la fabrication du produit. On ne peut pas sous-estimer le rôle de l'entretien, l'endroit où le produit est placé, la façon dont il est utilisé, pour comprendre comment le produit va vivre et combien de temps. Donc, il faut faire très attention avec ça parce qu'il faut comprendre ce qu'on protège ici. Est-ce qu'on protège les consommateurs des défauts? Ça, c'est la garantie juridique. Mais prolonger la garantie juridique, pour nous, ça ne va pas avoir beaucoup d'intérêt pour les consommateurs. Mais agir sur les garanties commerciales, ça peut fournir aux consommateurs une certitude. Ils savent que le produit pourra être réparé autant de temps qu'ils le veulent. Donc, c'est très important de bien définir les choses. Et maintenant, concernant la réparation, l'idée, ça pourrait être d'agir avec un réseau de réparateurs professionnels au niveau européen, par exemple. Donc, on pourrait encourager les législateurs à penser à une façon dont on pourrait former des réparateurs qualifiés au niveau européen et créer un registre, une liste où on trouve tous ces réparateurs. Et ça pourra être aidé par notre manuel qui sera disponible en ligne et qui sera adressé aux experts qui pourra les aider à se former. Merci. Juliette? Important. Le premier, c'est ce qui a été soulevé par l'UFC Que Choisir, la question de lier la durée de la garantie légale de conformité avec la durée de vie des produits. Et je pense que c'est une idée très intéressante et qu'effectivement, avoir une durée qui soit uniforme et qui ne tienne pas compte des particularités des différents produits peut vraiment se poser. Et c'est vrai qu'entre un lave-linge et un téléphone, on peut imaginer que la garantie légale de conformité puisse être différenciée. Aujourd'hui, on a cette différenciation, par exemple, pour les durées de disponibilité des pièces détachées. Donc, on pourrait imaginer d'une façon un peu similaire qu'on puisse faire une différenciation. Bien sûr, ça nécessiterait d'avoir des études plus poussées, mais ça nous semble une idée très intéressante. Le deuxième point, je voulais revenir simplement sur aujourd'hui les 5 critères qui composent l'indice de réparabilité français et qui pour nous en fait sont les 5 facettes de la réparation et surtout de la réparabilité. Et c'est ce qui nous paraît important de garantir pour le droit à la réparation du consommateur. Dans l'indice de réparabilité français, on retrouve l'accessibilité à la documentation technique, la démontabilité, l'accès aux pièces détachées et aussi leur coût relatif par rapport à celui du produit neuf. Et enfin, un 5e critère qui peut être différent suivant les produits. Et à notre sens, c'est en garantissant en fait ces 5 critères et ces différentes facettes de la réparabilité d'un produit qu'on arrive vraiment au droit à la réparation. Et enfin, je voulais souligner que je partageais totalement les idées qui avaient été émises sur le fait de faciliter l'accès à la localisation des réparateurs, au fait de pouvoir faciliter le chemin du consommateur vers la réparation au-delà de l'activation de la garantie légale. Il y a déjà des initiatives qui ont été mises en place en France par l'ADEME et je pense qu'il faut aussi mutualiser nos efforts sur cette question. Et c'est de cette façon-là que le consommateur aura plus cette habitude d'aller vers la réparation. Merci. Okay, I think this has been an interesting. Merci. Cette discussion était passionnante. Je pense qu'on va pouvoir conclure maintenant. 2 conclusions pour l'instant. Donc, identifier et cartographier les services de réparation près des consommateurs et faire en sorte que la réparation soit la première garantie, la première option grâce aux garanties. Alors, je vais vous demander de voter pour ce qui est le plus important pour vous. Donc, appelez à créer, à promouvoir la réparation en cartographiant les réparateurs qui sont près des consommateurs et
faire de la réparation une priorité au sein du cadre juridique. Nous avons avec nous aujourd'hui une rapporteure qui s'appelle Evelyne Terrine et qui a pris des notes de ce qui a été dit et qui va présenter un résumé de ce qui a été dit lors de la séance de cet après-midi. I suppose we can close it. We don't have to wait. Bien, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a eu toutes les réponses, en tout cas elles sont en train d'arriver. Merci beaucoup aux pénalistes de m'avoir rejoint ici. Merci au public pour vos remarques et vos questions. Nous allons maintenant passer au panel 2, si tout le monde est d'accord. Bien? Oui, alors merci. Okay, I think we're ready to start panel 2 now. Bien, on va pouvoir ouvrir le deuxième panel. Tout le monde est là avec moi aujourd'hui. On va commencer par la présentation de Diane Simu, qui est directrice adjointe du commissariat général au développement durable du ministère français de la transition écologique. Donc, on vous donne la parole et vous allez nous en parler un peu. Merci beaucoup, Evie. Merci pour cette introduction. Peut-être avant de commencer à parler vraiment du sujet de l'obsolescence prématurée, je voudrais juste avoir un mot de remerciement pour la Commission européenne et pour nos collègues de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour avoir mis ce sujet de la transition écologique à l'agenda du sommet des consommateurs. Parce que effectivement, c'est vraiment essentiel pour nous d'avoir ce sujet de la consommation identifié comme un enjeu écologique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'atteindra pas nos objectifs du Green Deal, on n'atteindra pas moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre uniquement en s'attaquant à la question du transport et à la question des bâtiments. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour un Français, le logement et le transport, c'est à peu près la moitié de son empreinte carbone. Et tout le reste, finalement, c'est les services et les biens qu'on consomme. Et là, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il reste beaucoup de pédagogie à faire. Il faut vraiment qu'on s'engage sur voilà, l'alimentation, les textiles, les jouets et puis tous ces produits électriques et électroniques qui ont pris une telle importance dans nos vies. Et vraiment, il faut qu'on arrive à faire en sorte que chaque acte de consommation, chaque acte d'achat soit un geste écologique. Et Marie l'a dit tout à l'heure, il y a plus des 3/4 de l'empreinte environnementale des appareils numériques sont liés à la phase de fabrication. Pour une machine à laver, par exemple, c'est jusqu'à 200 kg de CO2. Et donc, prolonger la durée de vie des produits, c'est absolument indispensable pour réduire l'empreinte écologique de notre consommation. J'ai parlé d'émissions de CO2, mais bien sûr, il y a les enjeux de consommation des ressources,
et tous les autres aspects qui vont avec. Donc c'est vraiment essentiel. Alors, si on en vient vraiment à cette question de comment est-ce qu'on agit pour lutter contre l'obsolescence prématurée des biens, je voudrais revenir sur ce qu'on fait déjà en France. Alors, en France, on a, en fait, la première loi qui a traité du sujet, c'était en 2014, c'était la loi sur la consommation, qui a créé ce délit d'obsolescence programmée et qui a défini des sanctions civiles et pénales. Elle s'est avérée être, ce délit s'est avéré être peu opérationnel et difficile en fait à prouver en pratique. Et c'est pour ça qu'il y a une loi très récente qui date de novembre dernier, qui est la loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique, qui a simplifié ce délit pour essayer de faire en sorte que ce soit plus opérationnel. Un autre point sur lequel je voudrais venir, c'est celui de la lutte contre l'obsolescence logicielle. Alors, ce sujet a été traité pour la première fois dans la loi anti-gaspillage et économie circulaire, qui fête ses 2 ans aujourd'hui, comme l'a rappelé le ministre tout à l'heure, et qui a introduit des dispositions qui visent à mieux informer le consommateur sur la durée pendant laquelle les mises à jour logicielles permettent d'utiliser normalement le produit sans dysfonctionnement et sans ralentissement. Et la loi de novembre dernier sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique est allée plus loin sur la lutte contre l'obsolescence logicielle et plus loin dans l'information du consommateur pour l'informer sur les caractéristiques des mises à jour, notamment en termes d'espace de stockage et d'impact sur les performances du bien. Alors j'ai parlé de la France, mais évidemment la Commission européenne n'est pas en reste. Et donc vous le savez parce que le commissaire Reinders l'a rappelé ce matin, la Commission prépare une initiative législative qui vise justement à donner les moyens aux consommateurs pour participer activement à la transition écologique, à la fois en améliorant l'information du consommateur au point de vente sur les caractéristiques environnementales des produits tels que la durée de vie, la réparabilité, le fait de protéger les consommateurs des pratiques commerciales déloyales comme le greenwashing et comme l'obsolescence prématurée. Et alors, on ne part pas de rien, hein, parce qu'au niveau européen, il y a déjà des possibilités qui sont offertes par la législation sur les pratiques commerciales trompeuses qui permettent déjà de sanctionner certaines pratiques d'obsolescence programmée. On a aussi la directive sur les ventes de biens de 2019 qui a inscrit pour la première fois la lutte contre l'obsolescence logicielle dans la législation communautaire. Mais là, on a vraiment on sent vraiment la volonté d'aller plus loin en modifiant plusieurs textes comme les directives sur le droit des consommateurs et les pratiques commerciales trompeuses et peut-être d'autres textes encore qui pourraient évoluer. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous en ouverture de cet atelier. Je suis ravie de pouvoir échanger avec les panélistes et avec vous tous en ligne. Merci. Thank you, Diane. Let me introduce our panel. Merci, Diane. Nous allons maintenant parler de ce sujet. Je vais vous présenter notre panel. On a Jacopo Berti, qui est le directeur de l'autorité de consommation et de protection des consommateurs en Italie, Ronan Goussier, qui est responsable des affaires publiques de HOP, une ONG française engagée dans la transition écologique, et Els Brugman, responsable de la politique et de ses applications à l'Organisation belge des consommateurs. Bonjour à tous. On va commencer avec Jacopo, qui, à mon avis, est en ligne. Is it okay if we start with asking you some questions, Jacopo? Yes, sure. Yeah, okay. Is it Nous allons donc commencer par quelques questions. Est-ce que la législation peut vraiment permettre de protéger les consommateurs contre l'obsolescence programmée, d'après vous? Bonjour à tous. Oui. Je pense que l'application de la directive et de la législation suffisent pour protéger les consommateurs contre l'obsolescence programmée.
Il y a toute une série de sanctions, mais aussi des dégâts pour la réputation de l'entreprise. Et ça, c'est très important, ces dégâts pour la réputation de l'entreprise, puisque la réputation revêt beaucoup d'importance aux yeux des fabricants. Donc, d'après moi, ces pratiques ainsi que les législations européennes peuvent vraiment empêcher et dissuader de nombreuses entreprises d'utiliser l'obsolescence programmée. Concernant la nouvelle directive sur la garantie légale qui a été approuvée après une décision de l'autorité italienne de concurrence et des consommateurs, nous avons demandé que des exigences soient remplies sur ce sujet. Donc aujourd'hui, les fabricants doivent tenir informés les consommateurs des mises à jour que le fabricant propose, notamment les mises à jour concernant la sécurité. Ça permet ainsi de respecter les droits des consommateurs. Les consommateurs doivent également avoir le choix de mettre à jour leurs produits ou pas, puisque auparavant, avant cette loi, il n'y avait pas la possibilité de choisir. De plus, l'obsolescence programmée est désormais pleinement couverte par des législations européennes. Et comme cela a été mentionné par Diane, nous avons mis en place une directive, un règlement en ce sens, ce qui nous permet de lutter contre l'obsolescence programmée dans mon pays. Il y a une autre législation en place ou qui est discutée qui vise à indiquer la durée de vie attendue d'un produit. Ça devrait être une obligation. Il faut que ce soit indiqué dans la garantie commerciale. Et ça devrait être considéré comme une information nécessaire à fournir pour tous les produits pour que les consommateurs puissent prendre des décisions de consommation de façon éclairée. Merci beaucoup. Alors, il est difficile de prouver qu'il y a une obsolescence programmée. À votre avis, comment on pourrait prouver qu'il y a une obsolescence programmée? Eh bien, en fait, c'est au cœur de notre décision. Prouver l'obsolescence prématurée, c'est très difficile. Et nous avons réussi puisque maintenant la décision est en place. Elle a été prise par un juge. Donc des enquêtes ont été menées auprès des fabricants. Puis nous avons rassemblé toutes les plaintes de la part des consommateurs et nous avons également entendu la voix des réparateurs. Donc tout ceci a été passé en revue, tous ces éléments ont été passés en revue et nous sommes rendus compte qu'il y avait suffisamment d'éléments qui prouvaient le recours à l'obsolescence programmée. Donc, ce qui est important, c'est que nous avons travaillé de façon indirecte et non pas directe. Nous avons utilisé les répercussions de certaines mises à jour. Nous avons également passé en revue les réponses apportées par les fabricants aux plaintes des consommateurs. Donc, tous ces éléments, toutes ces informations ont été utilisées, combinées dans le cadre de notre enquête. Et nous nous sommes rendus compte que de nombreux consommateurs étaient concernés par cette obsolescence précoce. Merci. Ronan, je vous propose que l'on passe à vous. À votre avis, comment nous pouvons veiller à ce que les consommateurs puissent véritablement bénéficier de produits plus durables? Merci
de nous avoir conviés. Donc avant, je vais juste rappeler, moi je travaille pour l'association Halte à l'obsolescence programmée, qui est donc une association française avec un titre assez explicite. Donc notre raison d'être, c'est de passer du jetable au durable, comme on aime à le dire. Donc je vais répondre un peu comment nous, en tant qu'association, on essaie de faire en sorte que les gens puissent accéder, les consommateurs, à des produits plus durables. Donc tout d'abord, Hop a été créé en 2015 et 2015, comme ça a été rappelé tout à l'heure, c'était en France la création du délit d'obsolescence programmée. Donc c'est vraiment suite à cet événement que l'association s'est structurée. L'objectif, il est simple, c'est de fédérer une communauté de consommateurs justement importante pour faire porter la voix des consommateurs pour lutter contre l'obsolescence programmée et ainsi défendre leurs droits sur cette question. Et in fine, d'être en mesure de pouvoir influencer les décideurs, qu'ils soient publics et privés, pour avoir des produits qui soient plus durables et réparables. Et donc, en tant qu'acteur associatif, on a identifié 3 leviers d'action principaux que je vais détailler. Le premier, il part du postulat, évidemment, que le consommateur a un rôle important à jouer pour aller vers des produits plus durables, tout simplement parce que le consommateur peut faire des choix de consommation, donc choisir un produit plutôt qu'un autre. Et ensuite, durant la vie de son produit, il peut l'entretenir et le réparer en cas de problème. Et donc, le premier pilier de l'action de Hop, c'est de mieux informer le consommateur et d'essayer de l'accompagner dans son quotidien et dans ses choix, dans les choix qu'il a à faire et dans les bons gestes qu'il peut opérer. Donc ça passe par exemple par un site web qui a été créé par l'association qui s'appelle Produits Durables, sur lequel des indications sont données, de multiples indications sont données sur les bons gestes d'entretien, de réparation, sur comment bien choisir tel type de produit. Et la particularité de ce site aussi, c'est qu'on a une dimension participative, puisqu'on incite en fait les consommateurs et les réparateurs à venir déposer des commentaires en fonction de leur expérience sur leurs propres produits et à pouvoir aussi noter leurs produits pour du coup agréger comme ça une meilleure vision par marque des produits. Autre chose qu'on fait pour accompagner les consommateurs, c'est qu'on sort régulièrement des rapports d'enquête sur certains types de produits. Par exemple, on a sorti un rapport sur les télévisions, sur les lave-linges, sur les collants, dans lesquels on essaye de donner des conseils concrets et des recommandations aussi qui s'adressent aussi bien aux fabricants qu'aux décideurs publics. Néanmoins, cet accompagnement, il est très important, mais il fait face assez rapidement à des limites, on peut s'en douter, puisque les consommateurs restent assez, quand même, il faut le dire, impuissants et isolés face à des produits qui sont souvent mal conçus, en tout cas mal conçus pour durer. Et c'est là que l'importance de fédérer la voix des consommateurs prend toute son importance, et que la force du collectif que Hop veut incarner s'est fait ressentir. Et donc on recueille en fait continuellement de nombreux témoignages de gens qui se plaignent, et quand on a un nombre de témoignages concordants suffisants et avec des preuves, on porte en fait ces cas devant la justice. Et pour ne pas les nommer, à ce jour, Hop a déposé une plainte contre la société Apple et une plainte contre la société Epson. La deuxième est toujours en cours d'instruction, mais la première a conduit à faire Apple a dû payer une amende. Voilà, donc on essaie de porter aussi ce combat en justice. Et du coup, j'en viens au deuxième levier d'action un peu de l'association, c'est que quand on commence à aller en justice, on se pose aussi très vite la question des règles du jeu. Et donc, Hop, c'est dès sa création en fait beaucoup investi dans des actions de plaidoyer pour faire en sorte que ces pratiques n'existent le moins possible, et que les pratiques des industriels aillent vers plus de durabilité. Très rapidement, le plaidoyer de l'association, il insiste sur 3 axes principaux. Un, c'est contraindre et mieux encadrer les pratiques de conception même des produits pour que la durabilité soit prise en compte dès la conception et pas après. Le deuxième grand axe, c'est l'information du consommateur.
Nous, on fait ce qu'on peut, on fait des articles, tout ça, mais on estime que il y a quelque chose qui doit être fait au niveau institutionnel, et ça a été le cas en France, puisque on a obtenu dans la loi AGEC que premièrement un indice sur le niveau de réparabilité des produits qui a été mentionné tout à l'heure soit mis en place. Et je rappelle que cet indice va évoluer en 2024 dans un indice de durabilité qui est censé informer les consommateurs sur la qualité dans le temps du produit qu'ils achètent. Le troisième axe, je ne vais pas trop développer puisque c'était le sujet de la table ronde d'avant, mais c'est d'encourager la réparation et le réemploi des produits. Et enfin, dernière façon d'agir pour une association comme la nôtre, c'est aussi d'essayer d'accompagner et d'engager les entreprises vers la durabilité, et pas uniquement en s'adressant au pouvoir public, mais aussi en travaillant avec les entreprises mêmes. Puisqu'en fait, le constat il est simple, l'obsolescence économique, c'est quand même un problème économique, et donc on se dit qu'une des solutions à l'équation, elle est économique. Et donc ce qu'on cherche à faire, on a créé un club qui s'appelle le Club de la durabilité, où on fait échanger des entreprises qui sont déjà engagées vers l'allongement de la durée de vie des produits. Donc on les fait échanger, ça permet de faire émerger beaucoup de bonnes pratiques, et surtout l'importance pour nous, c'est aussi de mettre en visibilité toutes ces initiatives qui existent pour montrer qu'en fait des modèles de production ou même de consommation alternatifs existent déjà. Parce que pour nous, c'est ça qui est très important, c'est pas de parler toujours au futur, mais de montrer aussi que c'est pas une fatalité l'obsolescence, et que des entreprises y travaillent déjà. Thank you very much. Merci. Je crois que vous avez déjà répondu à l'ensemble des questions que j'avais à vous poser. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part des panélistes? Très bien, nous pouvons conclure. Très bien. Donc, je pense que nous pouvons donner la parole à Else. Testacha est particulièrement actif en matière d'obsolescence programmée. Comment aborder cette question maintenant du point de vue des consommateurs? Donc là, nous avons entendu que la communauté était clé, mais quelles sont les initiatives et les instruments concrets que vous pourriez proposer? Merci beaucoup. En effet, Testacha a été active en matière d'obsolescence programmée. Cela fait depuis longtemps que nous travaillons sur ce point. Tout d'abord parce que d'un point de vue environnemental, cette pratique est complètement irresponsable. Aujourd'hui, notre organisation est au contact au quotidien avec les consommateurs, et nous nous sommes rendus compte que les consommateurs en avaient assez de ces pratiques. Donc, je suis ravie de partager avec vous les instruments, les actions concrètes que nous avons mises en place au cours des dernières années. Alors, permettez-moi tout d'abord de commencer par notre première initiative. Alors, pour comprendre mieux le phénomène, déjà en 2016, Testacha a lancé un outil en ligne qui permettait aux consommateurs de partager avec les autres ces produits qui ont rendu l'âme trop tôt. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait eu beaucoup de retours de la part des consommateurs. Et donc, ça répond à notre première question, l'ampleur du problème. Eh bien, le problème est dramatique. Et c'était aussi un moyen de sensibiliser. Et nous avons pu recueillir de nombreuses données scientifiques et de nombreuses données concernant l'obsolescence programmée. Nous avons des données concernant les produits qui cassent trop rapidement, sur la réparation, sur si ces produits sont réparés ou non. De plus, grâce au financement européen, au cours des années, nous avons été en mesure de nous étendre à l'Europe. Donc, nous avons accueilli l'Italie, l'Espagne et le Portugal, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Nous sommes également actifs. Donc, nous sommes encore en train de lancer ces initiatives, mais nous en voyons déjà quelques résultats. Donc, je vais en évoquer quelques-uns. Pour le top 5 des produits qui cassent bien trop rapidement, eh bien, nomme le numéro 1, les smartphones. Alors, ça peut peut-être vous sembler tout à fait logique. Donc, tout d'abord, les téléphones, puis ensuite, les télévisions, les imprimantes, les machines à laver et les machines à laver le linge. Et donc, ce sont
des machines, des appareils qui rendent l'âme seulement 2 ans, 3 ans après l'achat. Intéressant puisque ça correspond à la fin de la période de garantie. Un consommateur sur 3 essaie de réparer les produits. Donc, seulement, c'est assez réduit parce que les consommateurs n'ont pas la connaissance et n'ont pas accès à des pièces détachées. Donc, nous avons pu rassembler de nombreuses données grâce à ces instruments. Et grâce à ces données, nous avons mis en place un système de tests qui permettent de tester les produits, voir s'il y a une obsolescence programmée avant même que ces produits soient mis sur le marché. Donc ça, c'est notre objectif. J'aimerais mettre en lumière maintenant une deuxième initiative. Donc, Test Achat lance des études de responsabilité annuelles. Donc là, nous demandons chaque année aux consommateurs de noter la fiabilité de leur appareil domestique. Donc, on leur demande l'âge de leurs produits, la fréquence d'utilisation, ainsi que le nombre de pannes. Et ce qui est intéressant dans cette étude de fiabilité, c'est que on arrive à avoir des informations concernant la durée de vie du produit avant son remplacement. Donc, nous partageons tout le résultat de ces études par l'intermédiaire de nos différents canaux et nous aidons ainsi les consommateurs à prendre des décisions plus durables. Troisième initiative, et j'en terminerai là, nous avons lancé cette initiative l'année dernière. C'est une initiative qui a été lancée main dans la main avec d'autres parties prenantes en Belgique et nous voulons ainsi encourager les consommateurs à réparer plutôt leurs produits plutôt que les remplacer. Donc là, on veut se baser sur des initiatives qui existent déjà. En Belgique, nous avons les cafés de réparation et on veut donc proposer aux consommateurs de réparer plus facilement leurs produits, par exemple par l'intermédiaire de manuels de réparation. Et enfin, quatrième initiative, pour lutter contre l'obsolescence programmée, nous voulons être en mesure d'agir fermement. Par exemple, lorsque Apple demande que les iPhones soient mis à jour, alors qu'on sait pertinemment que ces mises à jour allaient ralentir l'appareil jusqu'à le faire tomber en panne, et tout ceci encourage les consommateurs à racheter un iPhone. Vous savez, les consommateurs, ils n'en veulent plus de ça. Ils acceptent la qualité, ils veulent des produits durables. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que communauté de consommateurs, nous avons lancé une action. Nous avons intenté une action en justice en Belgique, en Espagne et au Portugal contre la version 6 de l'iPhone. Donc, une action en justice contre Apple. On demande une réparation pour les dommages causés aux consommateurs. Et ce faisant, on envoie un message clair à Apple et à d'autres entreprises. On n'accepte plus l'obsolescence programmée. Et la décision de l'autorité italienne de concurrence a joué un rôle clé pour construire notre dossier. C'est très difficile de prouver l'obsolescence précoce et encore plus de prouver l'obsolescence programmée. Donc, nous avons été aidés pour utiliser les outils légaux pour monter notre dossier et lutter contre ce phénomène assez inconnu. Donc, vraiment, ils nous ont montré l'exemple, ils nous ont ouvert la voie. Et pour conclure sur une note d'optimisme, cela montre que les autorités répressives, les communautés de consommateurs peuvent s'entraider, même s'ils ont individuellement un rôle à jouer. Et enfin, j'aimerais vraiment voir comment nous pouvons inclure d'autres associations de consommateurs pour que nous soyons plus forts dans le cadre de ce type d'action en justice. Donc, vous avez beaucoup de projets. À l'avenir, qu'est-ce qu'il se passera? Eh bien, évidemment, nous jouons avec les cartes que nous avons. Nous essayons d'être le plus créatif possible avec tous les outils que nous avons, mais le défi de l'obsolescence programmée est tellement complexe
qu'il va falloir beaucoup de travail pour surmonter ce défi. Je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle à l'obsolescence programmée. Et la solution pourrait être une combinaison, un ensemble de différentes solutions, mais en tant qu'organisation des consommateurs, nous croyons au pouvoir des consommateurs. Nous savons qu'ils peuvent jouer un rôle. On sait que l'obsolescence programmée, c'est quelque chose qui les énerve déjà beaucoup. Et les consommateurs ont beaucoup de pouvoir parce que c'est eux qui décident quels produits ils achètent et quels produits ils n'achètent pas. Et donc, ils peuvent encourager les marchés à être plus durables. Mais évidemment, pour pouvoir jouer ce rôle, il faut qu'ils soient informés. Ils doivent savoir quelle est la durée de vie minimum d'un produit et ils doivent savoir où réparer un produit lorsque celui-ci casse. Donc, ça, c'est une chose. Ils doivent avoir de bonnes informations pour jouer leur rôle. Et aussi, pour avoir un choix, il faut qu'il y ait des alternatives. Donc, on doit aussi travailler sur des conceptions plus écologiques, des droits de garantie des garanties étendues, à mon avis. Comme je le disais, souvent, les produits cassent juste après la période de garantie juridique et pour nous, ça c'est problématique. Et donc, pour nous, il faut que les durées de garantie soient rallongées également. Ok, merci. Alors, il y a peut-être déjà des questions dans le public. J'ai reçu des questions. Alors, attendez, je regarde. Concernant l'obsolescence programmée, comment est-ce que la technologie numérique peut aider à remédier au problème? Est-ce que la mise en place d'un passeport pour des produits pourrait être une solution? Est-ce qu'il y a un des panélistes qui souhaiterait répondre à cette question? Oui, juste aussi pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur ce qui est encore nécessaire de faire et pour faire le pont avec la question sur les outils digitaux. Je voulais aussi quand même rappeler qu'un constat qu'on fait, c'est que ce qui contribue de plus en plus en fait à l'obsolescence des produits, c'est la question du logiciel. C'est vraiment une question croissante qui se pose de plus en plus et qui est en plus assez complexe à traiter puisque il y a tout un écosystème d'acteurs que ça implique, qui est le fabricant du produit, l'éditeur du logiciel et parfois encore d'autres acteurs, mais voilà. Et comme ça a été rappelé en introduction, cette question commence à être traitée aussi bien au niveau français, dans la loi AGEC, qu'au niveau européen. On a eu une directive dont je ne saurais plus citer le nom de tête, mais qui mentionne ce problème. Nous, chez Hop, on pense que c'est une bonne chose, mais pour le moment, on ne va pas assez loin dans la protection du consommateur sur ces sujets, puisque déjà, on parle beaucoup d'informations. Alors certes, c'est important de savoir pendant combien de temps on aura des mises à jour, tout ça, mais on pense qu'il faut aller plus loin et notamment faire le pont avec la question de la garantie et inclure le logiciel à part entière dans la question de la garantie et peut-être même créer une garantie logicielle, puisque nous, on pense par exemple qu'une garantie logicielle de 8 ans sur les produits digitaux serait la bienvenue. Puisqu'il y a normalement pas de raison que le logiciel dysfonctionne pendant une durée plus courte. Donc pour répondre à la question, je voulais aussi retourner la question. Le digital peut être aussi un obstacle supplémentaire du point de vue de l'obsolescence. Et après, oui, le passeport, c'est le passeport qui est en train de discuter, c'est certainement une très bonne chose puisque ça permettra un meilleur suivi des produits. Après, j'ai pas tous les détails en tête pour le moment sur le périmètre envisagé, mais on pense que c'est une excellente chose. De même que chez Hop, on pense que un compteur d'usage aussi pour favoriser le réemploi des produits est nécessaire pour en fait avoir le même mécanisme que sur le marché automobile qui a été cité un peu plus tôt, de savoir que quand on rachète un objet de seconde main, à peu près savoir combien de temps ou combien de cycles il a servi. Thank you. We have another question coming in from the audience. Merci. Une autre question du public. Faire en sorte que le fabricant soit tenir le fabricant responsable si jamais le produit se casse avant une certaine durée.
avant un certain nombre d'années. Est-ce que ça pourrait être une bonne chose? Eh bien, je pense que j'ai déjà répondu partiellement à cette question. Évidemment, il faut aller plus loin, être plus ambitieux dans ce domaine, au moins pour certains types de produits. Évidemment, ce n'est pas normal qu'un produit se casse après 5 ans, une machine à laver par exemple, et donc il faut adapter les garanties et la durée de vie dans ce domaine. Donc oui, je pense que j'ai déjà répondu à ces questions dans mon introduction. Évidemment, on peut améliorer cela pour refléter la réalité. Juste aussi pour relier avec ce qui a été dit dans le premier panel, effectivement, la question de la garantie est certainement une partie de la solution. Je voudrais quand même rappeler que si on est dans une optique environnementale et pas seulement du point de vue du consommateur, d'allongement de la durée de vie du produit, la question de l'allonger la garantie pour allonger la durée de vie du produit, il faut alors absolument que la réparation soit prioritaire sur le remplacement du produit, pardon. Sinon, on risque d'avoir des fabricants, malheureusement, qui, pour des questions logistiques et économiques, vont en fait remplacer des produits neufs par des produits neufs si on allonge la garantie sans prévoir la priorité à la réparation. Paulo, we don't see or hear you. You want to intervene? His microphone is off. Does anybody have? Oh, there he is. Paolo, on ne vous entend pas. Est-ce que vous voulez intervenir? Ah, votre micro n'était pas allumé. Oui, pardon. Oui, c'est une discussion qui est très intéressante. D'abord, j'aimerais dire de la part de mon entreprise de mon agence que nous condamnons absolument toute tentative de réduire la durée de vie d'un produit. Là, il n'y a pas de discussion là-dessus, pas d'ambiguïté. Mais il y a une différence entre l'obsolescence programmée et le fait que des produits se cassent. Les produits peuvent ne plus fonctionner, même si sur le site internet il était écrit que la durée de vie du produit était telle ou telle. Et donc je pense que c'est important de comprendre sur la totalité des produits quel pourcentage de ces produits rencontre des pannes. Et je pense que ça, c'est un point essentiel dans l'obsolescence programmée. Nous, on est prêt à discuter de cela, puisque, comme je l'ai dit, on condamne toute tentative de réduire la durée de vie d'un produit. Oui, très brièvement. Oui, la question est toujours de savoir s'il s'agit d'obsolescence programmée ou d'obsolescence précoce, mais au final, pour le consommateur, ça ne change rien. Le produit tombe en panne trop rapidement et c'est le problème. Comme on le disait, nous, on collecte des informations venant des consommateurs, des feedbacks, des consommateurs qui nous parlent de produits qui tombent en panne trop tôt à leur avis. Et on ne cherche pas des problèmes spécifiques, mais nous, on teste et on recueille les opinions des consommateurs. Et donc, dans l'ensemble, je pense qu'il faut dire clairement que les produits, en règle générale, tombent en panne trop tôt. Et avec le changement climatique et tous les défis que nous allons devoir affronter, eh bien, on n'a plus le choix. Il faut vraiment changer cela, surtout concernant les appareils électroménagers qui sont extrêmement polluants. Il faut absolument réussir à rallonger la durée de vie de ces produits. Merci. Ronan, est-ce que vous voulez réagir? Non? Ok, très bien. Donc, on l'a dit au début de l'atelier, du workshop, c'est très important de conclure avec des idées concrètes, des actions.
Donc, on va vous proposer de voter. On invite le public à participer. Donc, il va y avoir 4 questions dans le Slido auxquelles vous pouvez répondre. Et l'idée, c'est de trouver le projet qui soit adapté selon le plus grand nombre. Donc d'abord, avoir des lois qui soient mieux appliquées dans le domaine de la lutte contre l'obsolescence programmée, renforcer les droits du consommateur dans le domaine de la lutte contre l'obsolescence programmée, mieux informer le consommateur sur la durabilité et la durée de vie des produits et soutenir les organisations de consommateurs pour qu'il y ait davantage de tests de produits pour prévenir les pannes. Donc ça, ce sont les principales idées qui sont ressorties de cette discussion. Donc je vais vous demander de voter. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Avec quoi il faut commencer là en 2022? Très bien. Je commence à voir les résultats. Donc 41% pour la première proposition, puis 33, 20. Bien, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas, il nous reste un tout petit peu de temps. Oui? Oui, merci beaucoup. Je voulais revenir sur ce que Ronan a dit pour les logiciels, la garantie des logiciels, parce que je pense que c'est un point très important dont on ne parle pas suffisamment. Les logiciels sont essentiels pour les produits, pour la durée de vie des produits. Si les logiciels, si on répare un produit, mais que le logiciel n'est pas mis à jour, eh bien le produit, si c'est un produit numérique évidemment, ne durera pas dans le temps. Et donc c'est très important d'avoir à l'esprit que la mise à jour est essentielle. Et il faut de la conformité dans la mise à jour. Et c'est très important de faire le lien avec les directives sur les garanties. Parce qu'il faut absolument des mises à jour sur la sécurité pour prévenir les bugs. Et il y a aussi des mises à jour en termes de fonctionnalité. On peut proposer d'autres fonctions à un produit. Et il faut faire très attention parce que les mises à jour qui doivent durer le plus longtemps possible, ce sont les mises à jour en termes de sécurité et de fonctionnement. Parce que les mises à jour sur l'ajout de fonctionnalités peuvent être lourdes et tous les produits ne peuvent pas nécessairement les supporter. Et donc, il faut que les fabricants vraiment fassent la différence entre ces deux mises à jour et que on puisse avoir le choix de ne pas forcément appliquer les mises à jour de fonctionnalités parce que ces mises à jour qui sont très très lourdes, elles finissent aussi par réduire la durée de vie d'un produit. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une directive qui fasse bien la différence entre ces deux types de garanties, comme Ronan l'a expliqué. Très bien, donc les résultats du Slido arrivent. Donc apparemment, le premier choix, renforcer le droit des consommateurs contre les pratiques d'obsolescence programmée, c'est la principale priorité. Alors je suis désolée, on est un peu en retard. J'aimerais remercier les panélistes d'avoir été là avec nous. Merci au public pour toutes vos remarques, toutes vos questions. J'espère vraiment qu'on avancera dans la bonne direction au cours des prochaines années. Merci beaucoup.